Longtemps, longtemps, moi, t'es un moun. Un moun comme tout des mouns. Mais ça, t'es na longtemps dans notre pays. Un pays où ça mon sombril est coupé. Où ça bœuf immense à bas sur le ventre mon grand moun. Un pays où ça te raconte des histoires. D'histoires pays qu'a tombé. Makwa, Keliman. Et puis ça, un matin, la nuit a tombé. Pour de bon. Pour tout le temps. Qui ça, Zot? Pourquoi ça, nous? Zot la trappe à nous, la marre à nous, la râle à nous. Foi nous dans le fond bateau, moi t'es jamais vu. D'ici la mer, moi t'es jamais vu. L'autant et puis le temps. Raconte à où? M'y veut pas. Raconte à où? M'y gagne pas. Et puis ça, l'île. L'île enfin. L'île sans fin. Le maître commandé a sur mon dos, la scène dans mon rein, Fangok dans mon main. Noix, pioche en l'aise, Yamban, Makwa, Malougas, Makonde. Ensemble, nous la refait à l'univers. Un univers le moment argoté. Un univers bon Dieu gâtiré. Un univers pour démavouze la vie. Un univers pour ma croque la mort. Mon CV qu'on y est, rote pas pour peigner. Tombé, levé, là pas moins pour larguer. Un soir, la cloche va sonner. Ton bœuf sera fini sa paix. Pangar ce cassiette-là, là pas pour démister. Ma fat pour nous, ma fat en bois pour toi. En scène à nous, non chien toi. En parao, n'a dit en pas toi. Musarao, n'a eva vangué. Le zoo mi-mort, enterrement debout. Soit un croisé fousé dans le bord sommet. Et si misette à moi dans le bord rempart, mon corps va sec si la rose piquée. Mon esprit avant va vanguer, sera dans le sommet, sera dans le sentier, pour fan à footbanard, en azote gazé. Longtemps, longtemps, moi t'es un moun. Zordi, moi l'est un moun. Pour longtemps, pour tout le temps. Écoute notre histoire. Dès les origines, c'est vrai qu'il y a eu du marronnage, les tout premiers, mais les années 1720 jusqu'à 1760, quand on a développé le café, qu'on a introduit beaucoup de population, donc servile, et que les conditions se sont bien dégradées parce qu'il fallait rentabiliser au maximum, là on a eu le gros du marronnage. C'est la période où beaucoup d'esclaves comme ça s'enfuient des habitations, ils s'enfuient dans les hauts, et puis après ils se réunissent en grands clans. Leur objectif, c'est d'être le plus discret possible, de ne pas se faire repérer. D'ailleurs, c'est dans la définition même du marron, c'est le peuple du secret, c'est la discrétion absolue. Donc ils ne laisseront quasiment aucune trace. Le massif du volcan, t'es au bout du monde, quoi. Je veux dire, t'as pas plus isolé, t'as pas plus sauvage à La Réunion, surtout à cette époque-là. Effectivement, c'est les parties de l'île qui ont été explorées les plus tardivement. Mais c'est tellement immense. Il y a encore beaucoup de choses à trouver là. À 15-16 ans, toutes les ravines, je les montais déjà. Mais c'était dans les bas. C'était que les histoires de trésors, de piraterie, à cause de mon grand-père, ça. Et après, tu commences à t'intéresser à l'histoire. Donc tu te dis, bon, alors, d'accord, la piraterie, mais c'est quelle époque, qui était là, quelle partie de l'île était habitée. Et après, tu t'intéresses à l'histoire de l'esclavage. Donc tu dis, ah oui, effectivement, il y avait des esclaves et puis du marronnage. Je suis parti sur le marronnage comme ça. J'ai commencé à venir, ça devait être 99-2000 au début. Je m'étais beaucoup renseigné moi sur tout ce qui était la période en fait de la piraterie. J'ai grandi donc avec mon grand-père chercheur de trésors et pour un jeune ça reste, enfin c'était dans mes fantasmes, dans mon imaginaire quoi. Les histoires c'est passionnant, on peut vraiment prendre un réel plaisir, hein, mais on peut littéralement se détruire en se focalisant uniquement là-dessus et en passant sa vie à chercher des chimères alors que les choses importantes on les fait pas.
Et j'ai un exemple très concret devant moi, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai un regard quand même plus distant que ce qu'a pu faire Bibic à l'époque. Pépé, il était chercheur de trésors. C'était pas juste un métier ou une passion, c'est-à-dire qu'il se reconnaissait là-dedans. Mais il a été trop loin et il a fini un peu seul, quoi, hein. C'est comme tous ces gens passionnés, il n'y avait pas de limite. J'ai commencé donc à chercher les traces de marronnage avec les déclarations de retour des détachements contre les marrons. Je réécris l'ensemble du texte. Ça représente des journées et des journées et des journées de recopiage. Et j'ai retrouvé comme ça, par exemple, pour la rivière des Remparts, 3 PV différents qui ont été faits à Saint-Paul, Saint-Pierre et Sainte-Suzanne, par donc 3 détachements différents, mais qui racontent la même histoire. D'ailleurs, elle faisait écho en moi parce que c'était une histoire qui se passait sur mon secteur, là où je travaille, dans la rivière des Remparts. Et c'est l'une des rares histoires de lutte vraiment acharnée sur plusieurs jours et de guerre qui pouvaient se mener comme ça. Ce qu'il faut savoir sur cette histoire, c'est que l'ensemble de l'île a été concerné et que le directeur de l'époque, le directeur général, Lemery Dumont, avait réquisitionné à peu près un quart de toute la population blanche de l'île pour aller chasser les marrons. Et donc, ils sont venus de tous les quartiers. Et ils se sont tous réunis au Piton de Villers. Et lorsqu'ils sont redescendus, ils ont tous fait des comptes rendus de cette campagne. Ce qui fait qu'on peut les comparer, les opposer, et ça nous donne quand même des éléments relativement précis sur les dates, sur les lieux dits. Il n'y a pas de contradiction. Et quand j'ai lu ces différents éléments, moi qui suis sur le terrain régulièrement, ça m'a fait penser à un site très particulier. Et d'ailleurs, ce site porte le nom de Bras de Caron, quand on sait que le chef de cette expédition s'appelait François Caron. On a là quand même un lien qui est indéniable. Et on peut dire que cette histoire, en fait, s'est passée dans le Bras de Caron et que ce bras porte son nom à cause de cette histoire. Le site lui-même, on sait qu'il y a eu une présence des Noirs-Marrons, qu'il y avait plus d'une centaine de personnes. Ils ont vécu assez longtemps, donc il y a forcément encore des traces. Donc ensuite, je me suis rendu dans le Bras de Caron pour essayer de circonscrire une zone où on retrouve toutes ces caractéristiques. Mais passer le cap de partir pendant 4-5 jours en forêt, en totale autonomie, trouver aussi des personnes qui sont aussi passionnées que moi, des personnes en qui je peux avoir confiance et ils peuvent avoir confiance en moi, parce qu'il y a les seuls, c'est quasiment infaisable, quoi, c'est trop risqué. Donc ça prend du temps à se constituer un petit noyau comme ça, de personnes passionnées et de confiance. Régulièrement maintenant, on monte des expéditions pour prospecter. Et on fait de la prospection exhaustive, donc on se fixe aucune limite. Et s'il nous faut du matériel, on prévoit le matériel en conséquence. Après, il faut mettre le sac à dos, les chaussures, baudrier, puis il faut monter dans les remparts, quoi. Au final, La Réunion, c'est tout petit. Mais quand on est dans les remparts, c'est nous qui sommes vraiment tout petits. Hier, on a déjà fait, disons, une reconnaissance. Et l'objectif aujourd'hui serait de faire l'ensemble du Piton. On s'assure que dans cette zone-là, on a vraiment prospecté de manière assez exhaustive le Piton, quoi. Par contre, il y a un passage là, il y a un passage de crête assez étroite. Il faudra peut-être équiper, il faudra voir. On prend corde, on prend baudrier au cas où, on prend les stop-chutes, 8, l'équipement, quoi.
C'est un îlet avec une végétation, donc forêt semi-sèche, avec effectivement pas d'eau, peu d'abris, très isolé. C'est difficile d'y monter, hein. Après, on avait quand même un secteur qui est extrêmement dense niveau végétation. C'est difficile hein, de dire il n'y a rien. Il y a eu très peu de ravines, donc très peu de roches, très peu de cailloux ou de petits rochers qui auraient pu servir à l'élaboration de sous-bassements pour des maisons, des trucs comme ça. Donc si c'était des habitations en matière périssable, en végétaux, etc., ça aurait été très dur de retrouver des restes. Cette forêt, elle a quand même été exploitée. On a un très vieux sentier qui monte, on a quelques traces qui nous font comprendre que il y a bien longtemps, quand même, plusieurs décennies, des gens sont montés là. Peut-être les petits blancs des Hauts sont venus ici, ont coupé du bois, ont récupéré du bois. Ça se voit parce qu'on a les souches et puis on a les rejets. Il y a une zone quand même où on a trouvé un peu de charbon. Pour moi, c'est pas trop représentatif d'un foyer. Peut-être des racines mortes ou qui ont brûlé ou un arbre qui a brûlé. Donc pas très propice à la vie, en fait. En tout cas, ça montre la difficulté, justement, d'être sur leurs traces. C'était déjà difficile à leur époque, puisque c'était déjà donc, un peuple, une société secrète. Mais alors, 200, 300 ans plus tard, c'est encore plus difficile, malgré les équipements qu'on a. Ouais. Donc au final, on n'a toujours que des hypothèses et rien de concret. Il faut en faire des kilomètres. Il faut passer du temps hein, dans ces remparts pour avoir la chance un jour de trouver quelque chose. Et donc il faut passer aussi par ces étapes où on prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et puis peu de résultats. Par contre, beaucoup de joie quand même parce qu'on se sent assez privilégié. Quand on est là-haut, les paysages sont quand même assez exceptionnels. Et puis cette impression d'être un endroit où peu de monde, on va dire, sont passés. Donc voilà, on a notre récompense quand même. Puis on a nos endettes, nos chouchous. Et ça va nous apporter un peu de réconfort. Le marron, en fait, c'est la première figure du héros réunionnais. Ça, c'est quelque chose d'assez fort, c'est-à-dire que, en fait, on arrive à leur donner un statut qui est particulier. Et une population a besoin aussi de ce type de repères-là pour se construire, c'est-à-dire de gens qui incarnent des figures presque initiatiques. Ça interroge quand même énormément l'idéal de liberté, l'idéal de résistance, quoi. Ça pose aussi un esprit réunionnais. Il est difficile de trouver des valeurs vraiment porteuses dans la courte histoire de la Réunion. Et le marronnage fait partie de ces valeurs fondamentales. C'est quand même le courage, c'est quand même l'amour de la liberté poussé à son point extrême jusqu'à la mort. C'est quelque chose qui n'a jamais été absent de l'espace réunionnais. Ça a toujours été présent. Dans la littérature, dans la production poétique, dans la production artistique. On est dans une société où l'histoire de la Réunion n'était pas enseignée, quoi, hein. C'est-à-dire l'histoire de la Réunion, elle entre au programme scolaire à partir de l'année 2000. Pendant longtemps, la population n'a pas à leur disposition des véritables documents. Alors ils ont pris ce qu'ils avaient, c'est-à-dire Dayo, Bourbon pittoresque. Tout ce qu'on peut classer en fait autour des romans du marronnage de façon globale. Et c'est à partir de là qu'ils se sont appropriés, effectivement sous forme de mythe, l'histoire du marronnage. On s'est peu intéressé finalement à la réalité historique. Voilà. Le mythe suffisait. Évidemment, il est temps qu'on connaisse l'histoire vraie avec un grand H. Et ça, c'est encore une autre étape qu'il faut que la société accepte, c'est de passer à la réalité du marronnage. Patrick étant sur le terrain, ayant entamé de son côté des démarches similaires, il est important que tu sois au courant un petit peu
de nos avancées, de la méthodologie, et on espère pouvoir donc circonscrire des lieux potentiels d'habitat et des traces matérielles du marronnage. On a demandé aux archives la possibilité d'avoir une version numérique en fait, de l'ensemble des rapports de marronnage, ainsi qu'une numérisation complète de toutes les cartes qui étaient disponibles. L'objectif, c'est de pouvoir retravailler sur des couches de cartes du 18e, début 19e, en tout cas jusqu'à l'abolition, de façon à avoir une évolution du territoire, un panel en fait, qui permet d'explorer quelque part toutes les variations d'écriture qu'il peut y avoir, l'apparition, la disparition même, des fois, de noms de lieux qui disparaissent du territoire. Il y a cette approche plus technique, plus scientifique des données que nous avions déjà, complétées par d'autres que nous sommes en train de découvrir. On a maintenant une connaissance assez fine. On est allé quasiment au bout de l'exploitation des sources écrites. Il reste ce travail de terrain à effectuer. C'est très important de pouvoir travailler sur cette cartographie, c'est des outils nouveaux, et ensuite de s'immerger et de faire donc, le parcours comme à l'époque et essayer de retrouver ces éléments. Ça soulève certaines interrogations qu'on n'avait pas. C'est une fois sur le terrain qu'on se rend compte de la dureté de survivre dans ces milieux, comprendre que c'est plus facile d'agir comme ça ou qu'on n'a pas le choix d'agir comme ça ou de passer par là, dans les hauts de l'île, sur les parties les plus reculées. Ça a très peu évolué. L'accès à ces zones-là est très récent, très récent. C'est des secteurs qui sont restés quasiment intacts. C'est lors de la construction de la route du volcan, donc dans les années 63-64 à peu près. Un des ouvriers forestiers en fait, qui travaillait à la construction de la route est descendu. Il faisait très mauvais, il venait s'abriter un peu. Et il est arrivé dans cette caverne et il a trouvé donc, quelques os. Au début, vu la grosseur des os, il pensait que c'était un cadavre de bœuf. Et donc il s'est mis à fouiller pour trouver la cloche. L'objectif de trouver la cloche, c'est de savoir en fait, à qui appartient ou à qui appartenait le bœuf. Et c'est pas une cloche qu'il a trouvée, mais c'est un crâne. Il a pris peur et donc ensuite il a fait venir les gendarmes qui ont récupéré donc, les restes qui étaient les restes humains. Après on n'a pas eu de nouvelles, hein. On ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas où est passé ce squelette ou s'il y a eu des fouilles approfondies sur le site. Mais on a retrouvé ce site-là avec le fils de cet ouvrier forestier qui nous a amenés ici. Dans cet endroit, on retrouve encore quelques restes humains. On a retrouvé des dents, on a retrouvé une phalange, une clavicule. Donc on sait que c'était bien là et qu'il y a bien quelqu'un qui s'est retrouvé dans cette caverne et qui est mort ici. Maintenant, marron ou pas, chasseur de marron, chasseur de cabri, ça on n'en sait rien. C'est des petits objets découverts lors d'une expédition par le commandant de gendarmerie Mollaret vers les années 1980-82. Donc à l'intérieur d'une grotte, sous un tumulus avec le propriétaire. Au niveau objet de noir-marron, on n'a pas autre chose. Je les ai eus par un ami qui était présent lors de l'expédition. À l'époque, lorsqu'il y avait une découverte qui était faite, on la signalait à la gendarmerie. Parfois, c'était enregistré dans les registres municipaux, parfois, ça ne l'était pas. Cette découverte-là aurait dû être enregistrée sur la commune de Saint-Joseph, mais il n'y a rien. Cette période fait partie de l'histoire, quoi. C'est pas une période à négliger. Elle fait partie de l'histoire réunionnaise. On n'a pas vraiment cherché beaucoup. Là, on en est, je crois qu'on n'en est encore qu'au balbutiement. Les histoires de nos Gramoun, même si c'est un peu flou, même si c'est pas la vérité ou la réalité, mais ça te donne des détails, ça te donne des informations.
Donc moi, je suis assez friand de toutes ces histoires ou d'interroger les anciens qui ont travaillé sur le volcan, qui ont travaillé à l'ONF, ou des personnes qui vivaient avant donc, dans la vallée, à Roche-Plate, et qui allaient chasser le cabri, qui montaient dans les remparts pour couper du bois. Donc ils vivaient là. Ils ont découvert des choses, ils ont vu des cavernes avec des eaux, des choses comme ça. Ils ont tous au moins une histoire à te raconter sur des marrons. Mollaret, lui, il était gendarme. On a fait amis, camarades et tout ça. Il dînait avec nous, il prenait le petit déjeuner, il prenait le déjeuner avec nous. Il cherchait des cavernes, il cherchait s'il n'y avait pas un point commun avec l'esclavage et tout ça. Et rappelle-moi un petit peu, tu as fait combien de temps sur le volcan? Là, au gîte, 30 ans. Dans les années 50-60, c'était pas un secteur qui était très visité ou qui était très occupé. Non. Il y avait très peu de gens qui venaient au volcan, je veux dire. Par semaine, il y avait une quinzaine de personnes, pas plus. Hein. Monsieur Lépilé était chef d'équipe de quelques ouvriers et on travaillait sur la route. Et Lépilé a dit, écoute, moi je vais chercher dans un petit revers de rempart pour voir si on peut dormir à 2 ou 3 personnes, qu'on puisse passer la semaine dans cette petite caverne. Il est parti tout seul. Arrivant en bas, il était tout rouge. Il a dit, ça y est, ouais, j'ai trouvé une caverne avec un monstre. Tout. Et puis ça s'est tombé dans l'oreille de Mollaret. Et Mollaret a dit, où il y a une caverne? L'Épinier a amené Mollaret jusqu'à là. La tête était envoyée à Saint-Denis. Pourquoi il a attendu si longtemps, entre 66 et 80, pour venir filmer Mollaret? Je veux dire, honnêtement, je ne sais pas. J'attendais juste confirmation, il n'y a plus aucun doute. Donc la caverne qu'on a retrouvée en 2012, c'est bien la caverne que l'Épinay Mollaret avait trouvée en 66. Ça veut dire que maintenant, on peut éventuellement reconstituer toute l'histoire. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à raconter que quelquefois on oublie. Là, au lieu dit Piton de Coco, il y a une histoire qui dit qu'il y avait une caverne où quelqu'un est rentré dessous pour mettre à l'intérieur. Il a commencé à chauffer son manger et il s'est tourné de dos. Et 2 minutes après, le manger était à terre. Donc il a repris la marmite, il a dit, il remet au chiffre. Même chose, il a retrouvé sa marmite à terre. Et 3e fois, il a dit, écoute, t'avais mis mettre où là, moi? Et sa marmite a disparu. Pourquoi? Parce qu'il a gratté dessous et il y avait des os d'un esclave, sans doute. D'accord. Donc ça, c'est l'histoire qu'on raconte sur le Piton de Coco. Oui. Et Piton de Coco, c'est quoi? C'est Coco le mort? On a dit Piton de Coco, tout le monde a dit Piton de Coco, parce qu'il y avait Coco sous la caverne. D'accord. Donc là, tu me dis, aujourd'hui, on irait prospecter un peu. Avec un peu de chance, on peut retrouver cette caverne. Il faut de la chance, toujours. L'histoire que je raconte à vous, d'après 50 personnes, ils connaissent cette caverne. D'accord. Ils connaissent ce point-là. Toi, tu l'as vu, cette caverne? Tu as été dedans? Moi, on est parti avec le gars qui connaissait la caverne, avec François Lépinay. On a été chercher tout autour et on a passé peut-être dessus, mais on n'a pas trouvé la caverne. Au-dessus de nous, c'est No Man's Land, entre la plaine des sables, un désert totalement minéral, toute la partie du volcan. On a cette petite oasis, qui est le cassé de la rivière de l'Est, où les températures sont moindres, parce qu'on est déjà 300 mètres en dessous de la plaine du volcan. On voit qu'on a des ravines avec de l'eau, on a une tamarinée. Donc on a de l'ombrage, et puis on avait à l'époque ici du gibier. D'ailleurs aujourd'hui on a toujours des bovins, donc on voit que le site est quand même propice. Donc ça mérite vraiment là aussi de prospecter finement,
Il y a encore plein de zones ici qui n'ont pas été explorées. C'est richissime. Il pourrait s'abriter de partout là. C'est un bon point qu'il y ait autant d'espace réunis en un seul endroit. Il y a plein de morceaux d'os cassés. C'est de l'animal. Après, quel animal, je suis pas trop calée pour ça, mais je peux vous dire que c'est pas de l'homme en tout cas. Là, il y a pas mal de charbon. Et puis on voit que les pierres ont été agencées là-haut. Oui, les pierres, elles donnent nettement l'impression d'avoir été rajoutées afin de boucher l'espace. Mais tout du loin, ça va de là à là-bas. Donc il y a une occupation. Difficile à dater, on ne sait pas si c'est lié au marronnage, aux chasseurs, aux braconniers, enfin, peut-être c'est plus récent. Hein. Eux parlaient donc d'une caverne, pas très profonde, mais bon, on peut rentrer dedans, dans les branles, devant le piton coco, donc pour l'instant tout est impeccable, sauf qu'au fond il y avait un squelette. Comment l'être humain, qui a découvert cette île il y a quelques centaines d'années, l'a peuplée entièrement dans les endroits les plus reculés, d'une façon qui est pour nous aujourd'hui totalement originale. C'est sûrement un cas unique au monde qu'on essaye aujourd'hui de mettre en lumière. Le développement de l'archéologie est très tardif sur l'île de la Réunion. Beaucoup de sites ont déjà été bouleversés, soit par l'érosion naturelle, qui est quand même assez violente sur l'île de la Réunion, soit consciemment ou inconsciemment. Des sites ont été perturbés, justement parce qu'il y a eu des recherches précoces qui ont découvert des squelettes. On a ramené ces squelettes, seulement chaque vestige est unique, et chaque vestige est irremplaçable. Une fois qu'on a détruit la connexion entre un site, entre un objet et son contexte, cette collection est perdue pour la science. Il reste beaucoup à découvrir, mais ça disparaît rapidement si on n'y prend pas garde. Et c'est pour ça que les sites, quand ils existent encore, sont précieux, qu'on évite de communiquer leur localisation pour éviter que des gens qui ne sont pas forcément les amis du patrimoine viennent les perturber avant que les scientifiques les étudient. Il faut une démarche raisonnée, c'est-à-dire mettre en place des programmes de recherche. Avec les apports de la technologie, le LIDAR va nous donner une carte, un modèle numérique de terrain, une carte en relief. Mais c'est un guide, c'est-à-dire que ça va nous permettre de mettre en contexte et de guider les observations au sol. On ne s'attend pas à voir surgir automatiquement tous ces sites. On va avoir des anomalies qu'on va devoir vérifier sur le terrain. En fait, rien ne remplace l'œil humain. Toutes les sciences complémentaires, évidemment, sont appelées à travailler ensemble dans une démarche pluridisciplinaire, mais c'est pour nous, seul l'œil de l'archéologue sur le terrain permet de valider ensuite ces hypothèses que l'on posera ensemble. La spécificité de l'archéologie, c'est que le patrimoine ne devient connaissance que lorsqu'il est étudié à travers une démarche scientifique et technique. Pour l'instant, on n'avait jamais eu de recherche suffisamment aboutie. Il a fallu attendre que le cadre soit posé, le cadre administratif et juridique. C'est à ce moment aussi que Anne-Laure Dijoux a lancé son projet de recherche dans le cadre d'une thèse de doctorat à Paris 1 sur l'archéologie du peuplement des Hauts et du marronnage, et qu'elle a pu mener ses expéditions pionnières, notamment sur la vallée secrète, première recherche archéologique de terrain qui a mis en évidence des traces tangibles de grands marronnages. Jusqu'à maintenant, on avait un héritage très riche et immatériel, soit à travers des connaissances historiques ou à travers des traditions orales. On a apporté les premiers éléments tangibles. Le premier vrai site de marronnage, et le seul jusqu'à maintenant, et sûrement le plus extraordinaire à travers ces recherches à la vallée secrète, mais c'est grâce aussi à ce travail qu'on a positionné vraiment l'île de la Réunion sur la carte archéologique du monde. Dans les textes, un historien dit qu'au summum du marronnage, il y avait 3000 marrons dans les bois. Qui sait? On ne sait pas. Ça, c'est pas possible de savoir. C'est ce que le texte disait à ce moment-là, mais il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là aussi, les colons avaient peur des marrons. Donc ils avaient tendance à diminuer le chiffre. On va faire comme si c'était pas grand-chose. Tout ce qui reste, c'est le mythe. C'est ce qui reste. Il reste le mythe, les légendes, les noms des marrons.
a des archives biaisées d'une part, et on n'a pas toutes les archives. Même si on est dans une société documentée par les écrits, tout n'est pas documenté. C'est ça le problème. Et notamment dans l'esclavage, tout est documenté par ceux qui asservissaient les esclaves. Donc évidemment, eux, ils n'ont pas la parole. Et là où ils ont la parole, c'est dans le sol, en fait. Toutes les réponses, elles sont dans le sol, elles nous attendent. Ça a été découvert par un guide de haute montagne lors d'une expédition qui recherchait les colonies de pétrel de Barreau. Ils sont tombés sur des petits murets en pierre sèche et ils se demandaient si c'était lié au marron ou pas du tout d'ailleurs. On a fait une première campagne de fouilles en 2011. L'attribution aux esclaves marrons, on peut la conclure par plusieurs éléments. Donc d'une part, l'accessibilité du site. Il est à 2200 mètres, il faut descendre à la corde. Dans ces temps-là, j'imagine qu'il y en a qui sont morts, hein, juste en essayant d'accéder à la vallée. C'est un très bon poste de guet, donc en fait, ils pouvaient voir, et sans être vus. On a découvert plus de 1000 ossements de pétrel, brûlés directement. Et quelques rares objets qu'on a découverts, donc un fragment de lame en fer, un clou et un tout petit morceau de silex, qui faisait partie d'un fragment de silex dans les fusils. Ils s'en servaient pour allumer le feu. Et ces fusils étaient importés, évidemment. Ce type de pierre n'existe pas à La Réunion. Le seul objet qu'on a pu dater, c'est un fragment de pipe en terre cuite. La datation a été très précise, 1822, plus ou moins 13 ans. Donc en pleine période de l'esclavage. Il y a 2 structures en pierre sèche, une troisième qui est apparemment encore enfouie. Avoir construit en matériaux durs comme ça signifie une seule chose, qu'ils avaient l'intention de revenir. Donc ça veut bien dire qu'ils avaient une connaissance accrue de la saisonnalité de ces pétrels-là, qu'à une période spécifique de l'année, ils sont là, et à cette période-là, les marrons ils venaient là aussi. Manzac, c'était le dernier grand chef marron. Manzac a, on va dire, régné, puisque son nom, Mantsaka, veut dire celui qui règne. Les premières fois où on a mention de Manzac, c'est sur des comptes rendus de détachement de 1754, et on sait qu'il est mort au Grand Brûlé en 1758. Manzac a été donc chassé dans cette caverne, la caverne de Côte. Il a essayé de protéger donc sa femme et sa jeune fille qui se sont quand même fait prendre. Et Manzac s'est enfui ensuite dans la rivière des Remparts, puis ensuite vers le Tremblay, où là il a été pris donc, par un détachement, le détachement de Jean Duguin en 1758. Lorsqu'il a été pris, Manzac était en train de construire en fait une canotte, et son objectif était donc de pouvoir rentrer sur son île Madagascar. La configuration en fait de son groupe est très particulière. On a Manzac et sa reine, Reine Fouche, leur enfant. On a un couple, Côte et sa femme. Et ensuite, on a une dizaine de guerriers qui entourent donc ces 2 couples. Ce sont des guerriers chasseurs. Donc, on a vraiment l'impression en fait qu'on avait le roi et sa suite. Lorsque Manzac a fui vers le camp du Tremblay, il était là encore chef de cet autre groupe, ce qui prouve bien en fait que Manzac était le roi sur plusieurs bandes de marrons réparties à Saint-Étienne, au Volcan et au Tremblay. On n'aura peut-être jamais de preuves matérielles pour dire ça, mais en tout cas, tous les comptes rendus convergent. Les personnes prises savent où sont les autres camps, savent combien il y a de personnes, qui se trouvent dans tel ou tel camp. Donc il y a une vraie communication. On voit tous les chasseurs importants de l'époque, il y a Mussard et Duguin, qui
se font la course à savoir qui ira prendre le premier Manzac. Il y avait une chasse à l'homme. Là, c'était réellement un homme qu'on allait chercher. Oui, là, c'est l'ennemi public numéro Là, 1. c'était le roi. Et à qui irait Le roi des Marons. tuer ce roi, à qui irait la gloire. Donc il y a la vraie rivalité entre ces chasseurs aussi. Sur les toutes dernières cartographies, que ce soit EGN ou autres, les noms des chasseurs sont restés, ou des scientifiques et savants, et que quand on regarde ces mêmes pitons et mêmes ravines et mêmes lieux dits, sur les cartographies de l'époque, portaient des noms soit de chefs marrons ou de marrons eux-mêmes, ou des éléments liés au marronnage. Pour prendre l'exemple de Manzac, on a gardé les feux. On a gardé juste les feux. Alors on avait le morne qui est devenu le piton de feu, et puis on a enlevé vraiment le nom, enfin l'histoire même de ce lieu. On commence à voir un petit peu le prémisse du gommage quand même. On a travaillé sur les recensements de 1902 pour les cirques. Et effectivement, là, en fait, on a une sorte de normalisation. C'est-à-dire qu'il y a la diversité des idées, elle disparaît. En fait, on a une formation administrative qui, finalement, est très, très proche de celle qu'on a aujourd'hui. À partir du moment où on crée la logique de recensement, où elle s'inscrit de façon régulière, en fait, il faut revenir sur les mêmes lieux, garder les mêmes endroits. Et en fait, on normalise un petit peu, voilà, en gommant la diversité qui existe, quoi. Tu peux faire 3 jours sans avoir rien trouvé. Bon, t'es content quand même, parce que les cadres, ils sont tellement beaux que tu viens jamais pour rien ici. Puis il y a le dépassement, il y a le fait d'être là et de te dire, t'es peut-être dans un endroit où il n'y a pas grand monde qui est déjà passé. On espère toujours trouver dans le fond d'une caverne plusieurs squelettes complets, presque la marmite encore posée sur ses pattes, le fusil à côté. Évidemment qu'on rêve de ça, mais au final, chaque découverte, même aussi petite soit-elle, si elle nous apprend des choses sur le marronnage, rien que ça, c'est déjà une consécration. Je me satisfais déjà de ça. Et heureusement qu'il y a des rêves qui nous permettent de continuer à aller chercher, parce qu'on attend toujours plus, donc on va toujours plus loin. Et je dis souvent qu'il faut se perdre un peu pour pouvoir trouver. Donc se perdre dans ces remparts pour pouvoir trouver des choses exceptionnelles. Ce qui m'a poussé à venir prospecter en fait le secteur du haut de la rivière des Remparts, c'est ce fameux compte-rendu de détachement de 1739. On a cherché en fait à identifier le lieu du camp, le bras de Caron, et de voir s'il était possible, depuis ce camp, de remonter, comme il était écrit en fait dans les comptes rendus, de remonter sur le haut du rempart. C'est ce qu'on a fait. Et en 2 jours, on a réussi, sans corde, à suivre donc les lignes de crête et à remonter jusqu'au haut du rempart. On a réussi à trouver comme ça un nombre incalculable en fait de cavernes, dont certaines intéressantes parce que on voit vraiment une occupation, donc du charbon au sol, des murets de pierre sèche. D'être récompensé de tous ces efforts en montant d'un rempart et en arrivant sur une caverne avec un muret de pierre, là, on se pose, on sourit, on se dit bon, ce coup-ci on a trouvé quelque chose. Est-ce que ces cavernes ont été occupées par les marrons eux-mêmes? Est-ce que ces cavernes ont été occupées par les chasseurs de marrons? Peut-être que l'archéologie nous le dira.
De doute sur le potentiel archéologique de la Réunion, ça, j'en ai jamais eu. Mais par contre, sur la durée que ça allait prendre à se développer, là, oui. L'intérêt pour le passé réunionnais, il a toujours été là, en fait. Il attendait de pouvoir sortir au jour. Donc, sur cet abri, on a fait 3 sondages. Des petits sondages de 1 mètre par 50 cm de large. Donc on a une succession de feux, comme à la vallée secrète, sauf que là, c'est pas au même endroit, c'est plus éparpillé dans la caverne. On a découvert, comme à la vallée secrète, énormément d'ossements d'oiseaux, mais pas seulement. On a aussi des ossements de chèvres. Et à part ça, quelques objets mobiliers, donc on a un clou, des fragments de fer, des fragments de silex. Donc tout ça, ça nous indique quand même pas mal de choses. Et notamment sur les foyers, on a des couches successives, donc une occupation peut-être pas forcément longue, mais une occupation répétée en tout cas. Ça colle totalement avec des populations marronnes mobiles qui n'ont pas énormément de choses avec elles. Donc évidemment, il faut un certain nombre d'arguments liés à la topographie, liés à l'implantation du site, liés aux conditions environnementales, qu'est-ce qu'il y a à manger dans le coin, est-ce qu'il y a de l'eau, etc. Donc effectivement, une fois que ça colle, on peut dire que c'est du marronnage, mais il nous faut une preuve chronologique aussi. Donc on a pu obtenir cette preuve pour la vallée secrète, mais pour le Bracaron, c'est un peu plus compliqué. Je vais plus le classer dans un site d'interface. Il présente des caractéristiques autant marronnage que occupation par des petits blancs, à la recherche d'exploitation des ressources naturelles. Toute la question, c'est de comparer. Toute cette approche comparative, on ne peut pas la faire encore aujourd'hui. Sur 183 ans d'existence d'esclavage à La Réunion, on ne peut pas dire, voilà, c'était comme ça, noir et blanc, quoi. Mais ce que non. Donc, il y a des années de recherche encore à venir. Il faudrait étendre les recherches de terrain sur d'autres cavernes aux alentours pour pouvoir un jour décrire de façon plus précise tous les modes d'adaptation des marrons dans les hauts. Je pense qu'un site comme celui-là, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, c'est pas un site unique. En ce qui me concerne pour le marronnage, il peut y avoir encore 50 ans de recherche très facilement. Ce site-là, il a été découvert par un agent forestier. L'enjeu majeur, c'était d'associer cette personne à la mission pour qu'il voit notre méthodologie, qu'il voit l'enjeu de l'archéologie sur ce type de site très fragile, qu'il soit sensibilisé à ce qu'est l'archéologie et pourquoi on a cette méthodologie si stricte et si longue pour pouvoir étudier un site. Si un archéologue ne fouille pas une grotte avec notre méthodologie actuelle, toutes les informations sont perdues à jamais. Donc on commence à collaborer de manière pérenne, qu'on s'échange des informations, etc., qui soient associées aux fouilles, qui voient les résultats des fouilles. Boris de Saint-Vincent, quand il a fait son premier voyage au volcan, il a fait tout un listing des voyages antérieurs. Il a cité notamment un autre naturaliste qui avait fait un voyage en 1791 et qui était tombé sur des marrons dans ce secteur-là. Et lui-même, d'ailleurs, Boris de Saint-Vincent est tombé sur des marrons dans la zone du volcan. On peut dire que c'est une zone qui a été colonisée par les marrons pendant très longtemps. Donc ça pourrait coller évidemment avec l'occupation de la caverne du Bracaron. Les expéditions scientifiques, donc, ce sont des gens très curieux déjà de tout. Ce sont des botanistes, ce sont des géologues, donc ils remontent vers le volcan, ils ne connaissent pas cette partie de l'île. Quand on lit Boris de Saint-Vincent, c'est quand même du travail assez précis pour l'époque. C'est des gens vraiment passionnés, passionnants. Donc des gens très physiques aussi. Ils louaient les services de vrais cabris des montagnes, quoi. Et les seuls qui pouvaient les accompagner physiquement et puis aussi qui souhaitaient les accompagner, c'était les chasseurs de marrons.
comme les guides, ce sont des chasseurs de marrons, quand ils doivent décrire une ravine ou un machin, ça c'est la ravine où on a trouvé tel marron, donc ça c'est la ravine Manzac, ça c'est le coteau de Sipec, ça c'est... Et certains de ces noms sont restés. On a 4 ou 5 exemples qui racontent que les esclaves qui arrivaient n'ont même pas eu le temps d'aller sur les habitations, que les marrons les ont déjà ramenés là-haut. Vous voyez, des esclaves de l'île de France, enfin de Maurice, sont intégrés dans les... Tout de suite. Dans les groupes de marrons, sans être passés par une plantation à La Réunion. Ouais, c'est incroyable ça. Ils arrivent avec un négrier, un gars qui fait la... Non, mais non, ils arrivent en indépendance. C'est incroyable. Hein. Donc, Mais on a la preuve formelle de leur arrivée. Il y a cette hypothèse-là qui est mise en fait, par les chasseurs à cette époque-là, qui faisaient que passer en fait. La Réunion apparemment est une étape pour Mada. Pour repartir. Voilà. Ce qui est possible tout à fait d'un point de vue de la navigation. Quoi. Les portes d'entrée des bateaux, ça reste les ravines. Donc ils savent que dans la ravine, de toute façon, ils vont être accueillis. Comment faisait-il pour savoir que, par exemple, que des gens montaient, qu'un tel, il y avait ceci, cela. Donc il y avait une circulation intense de renseignements, d'informations entre les gens des Hauts et les gens qui restaient sur les habitations. La plupart des noms sont des noms d'origine malgache. Au début de l'esclavage, il y avait beaucoup de malgaches. Non seulement c'est un groupe important, mais ils ont la chance d'avoir une langue unique. Ça, c'est quelque chose qui a manqué aux autres marrons, qui les ont empêchés de faire des groupes cohérents. Qu'est-ce qu'il signifie? Donc une mise en perspective du point de vue historique et du point de vue linguistique. Un mot ancien, il n'a plus le même sens aujourd'hui. Donc un retour aux sources pour essayer d'aller au plus proche des périodes de marronnage. Les toponymes issus du marronnage dessinent une géographie du marronnage. Hein. C'est pas du tout des choses isolées par hasard, au petit bonheur la chance, c'est un système. Est-ce que ça voudrait dire que la signification des toponymes serait en quelque sorte une carte mentale mémorisée par les marrons? Vous savez que c'est ahurissant. Hein. Ouais, moi, l'histoire du royaume de l'intérieur, il faut y croire. Hein. Ça nous fait 80 toponymes, dont 50 ont probablement été donnés par les marrons eux-mêmes. Ces toponymes disent aussi la réalité du marronnage, la réalité de la vie quotidienne, qu'est-ce qu'ils mangeaient, comment ils pouvaient vivre, c'est quoi leur ravitaillement, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ma fat pour nous, ma fat en bois pour toi. En scène à nous, na en chien à toi. En pao, na di en pas à toi. Musarao, na eva vangué. Le zomi mort, enterre-moi debout. Soit un croisé fousé dans le bord sommet. Et si misette à moi dans le bord rempart, mon corps va sec si la rose piquée. Mon esprit savant va vanguer, sera dans le sommet, sera dans le sentier. Pour faire un foot banard, en azote gazé. Longtemps, moi t'es un moun. Zodi moi l'est un moun. Pour longtemps, pour tout le temps.